Bonsoir à tous, bienvenue dans ces polémiques, une heure de débat chaque dimanche en direct pour comprendre, échanger, confronter des idées. On peut appeler ça l'état de grâce ou la baraka. Tout sourit à Emmanuel Macron, même quand les premiers ennuis arrivent. C'était le cas cette semaine avec le départ du gouvernement de plusieurs poids lourds. La situation se retourne à son avantage. Pour preuve, ce sondage publié ce matin dans le journal du dimanche, sondage IFOP, 64% des Français sont satisfaits de l'action du président. Même score pour son Premier ministre. Emmanuel Macron bénéficie désormais d'une majorité très confortable et d'un gouvernement essentiellement composé d'experts. A-t-il trop de pouvoir, comme on l'entend parfois? Lui-même, pendant la campagne, mettait en garde contre une majorité trop large. Regardez. Mais est-ce que quelqu'un peut penser raisonnablement que, élu président, il aura une majorité présidentielle uniquement avec son parti? Moi, je n'y crois pas. Mais non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas souhaitable, parce que ce serait un hold-up. Oui, alors le hold-up, c'est lui qui vient de le réaliser. Hein. C'est lui le braqueur. Et comme le montre Chonu dans son dessin dans l'Est éclair, on a assisté vraiment à une majorité écrasante de la République en marche, sous les yeux donc du président et du Premier ministre. On va s'interroger aussi ce soir sur l'avenir des autres partis. L'opposition, mais quelle opposition? La droite et le PS atomisés. Reste le Front National et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, bien décidés à exister dans cette assemblée New Look. Nous recevrons d'ailleurs deux jeunes députés, ils ont moins de 30 ans et s'apprêtent à découvrir le Palais Bourbon. Merci d'accueillir tout de suite Barbara Pompili, ex-secrétaire d'État de François Hollande. Elle a quitté Europe Écologie Les Verts en 2015 et vient d'être réélue députée de la Somme sous l'étiquette de La République En Marche. Alain Gérard Slama, historien, essayiste, auteur du livre Les écrivains qui ont fait la République chez Plomb. Vous estimez que le déséquilibre de l'Assemblée pourrait affaiblir notre démocratie. Aude Lancelin, journaliste, ancienne directrice de la rédaction de l'Obs, auteur du livre Le Monde Libre aux éditions Les Liens qui Libèrent. Pierre-Yves Bournazel, élu député de la 18e circonscription de Paris en battant l'ex-ministre du Travail Myriam El Khomri. Vous faites partie de ces élus de droite qui soutiennent le gouvernement d'Édouard Philippe. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. On va commencer, si vous le voulez bien, en commentant les images de la semaine. Elles ont été nombreuses, ça a été une folle semaine politique, bien sûr. Première image, c'est l'arrivée des députés insoumis à l'Assemblée. Avec Jean-Luc Mélenchon, le point levé, on reconnaît aussi François Ruffin. Aude Lancelin, c'est une des images de la semaine. Il va falloir compter avec eux et sur eux. Hein. Des miraculés. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle combativité à l'Assemblée nationale. On l'avait vu, bien sûr, le soir du second tour, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'ils vont faire le show? Le show, très certainement, parce qu'il y a des très fortes personnalités, mais ce qui serait surtout utile, c'est qu'ils arrivent à marquer des points et effectivement à pouvoir offrir un contrepoint politique à ce qui est en place dans cette Assemblée. Barbara Pompili, vous vous attendez à ce que... Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas entré dans le vif du sujet, on n'est pas entré dans les dossiers. Donc pour l'instant, on voit une volonté quand même de bousculer cette Assemblée. Moi, ça ne me dérange pas qu'on bouscule, parce que j'adore le débat démocratique. Et ayant vécu la précédente Assemblée, j'ai vu que les gens qui étaient enfermés dans des postures, je suis de droite, je suis de gauche, je suis dans l'opposition, et puis on n'en bouge pas, même quand les idées en face sont bonnes, on n'en bouge pas, ça devait bouger. Donc là, c'est très bien. Ce que j'attends, moi, de ces députés, de la France Insoumise et des autres députés d'une manière générale, c'est qu'ils... N'oublie pas que l'Assemblée, c'est le lieu du débat démocratique. Et donc, c'est là aussi qu'il faut le faire vivre. J'en entends certains qui disent « oui, on va tous descendre dans la rue ». Pourquoi pas accompagner des manifestations? Mais n'oublions pas que c'est à l'Assemblée nationale que doit se faire le débat. Et c'est ça aussi la vie de la démocratie. Deuxième image, je vais vous demander maintenant à vous de la commenter. C'est Richard Ferrand qui quitte le gouvernement pour devenir président du groupe La République En Marche. Et d'ailleurs, cette photo est prise en effet devant l'hôtel de la Sey, où on voit tous les 308 députés, Alain Gérard Slama. Là, au premier plan, il y avait... les femmes, hein. Là, c'était les femmes, en effet, qui étaient représentées uniquement sur cette photo.
C'est le nouveau chef d'orchestre de la majorité. Je ne sais pas, il a plutôt un geste là de bénédiction qui correspond assez mal au portrait qu'on fait de l'homme, apparemment. Hein. Je ne veux pas, évidemment, insinuer quoi que ce soit de désagréable à son sujet, mais je suis un peu étonné qu'il n'ait pas pu être ministre, mais il est assez bien pour être le patron du groupe. Je ne veux pas faire de procès d'attention à qui que ce soit. On y a tous Ça pensé. me paraît, bah oui, exactement. Ça me paraît tout de même un petit peu bizarre, et je serais dans ce groupe, je me rebellerais un peu. Par exemple. Bon. Et en tout cas, j'émettrai des sons discordants dans cet orchestre. Pierre-Yves Bournazel. Il faut que dans une assemblée, il y ait une majorité. C'est normal pour que le pays avance. Et en même temps, il faut qu'il y ait une pluralité. Donc, on parlait de la France insoumise tout à l'heure. Il y a des députés aussi du Front National. Nous, les constructifs, on a décidé d'être un peu différents. C'est-à-dire qu'on a décidé de voter en conscience. Il y a ceux qui seront tout pour ou tout contre. Nous avons la liberté au cœur de notre groupe. C'est-à-dire de voter pour les bonnes réformes. Nous pensons que, par exemple, sur le travail, sur l'école, mais aussi sur la sécurité. Nous avons la même vision que le président et le Premier ministre, et donc nous pouvons soutenir, nous pouvons amender, proposer, et nous critiquerons lorsque ça n'ira pas dans le bon sens. On va y venir. Je voudrais juste vous poser une question sur le vote à main levée pour Richard Ferrand hier pour devenir président de groupe, mais enfin, il n'y avait pas d'urne assez grande pour que vous puissiez voter. Très nombreux. Non mais sérieusement, c'est un peu bizarre, non? Mais il était le seul candidat. Et puis, quand on est député aussi, et il faut le reconnaître, on est représentant du peuple et donc nos votes doivent être publics. On n'est pas là pour cacher ce pourquoi on a voté. Et puis moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu sur Richard Ferrand. Ça a été beaucoup dit qu'être président d'un groupe parlementaire, ce serait moins bien que d'être au gouvernement. Je peux vous dire que j'ai été présidente de groupe. Présider un groupe parlementaire de cette ampleur-là, dans cette situation politique-là, c'est un rôle extrêmement important pour le bon fonctionnement de nos institutions. Aude Lancelin, ça vous a gêné ou choqué ce choix? Évidemment, c'est franchement un signal catastrophique envoyé. C'est quand même ce transfert de Richard Ferrand est très, très contesté, effectivement. Comme le disait M. Slama, quand on ne peut pas être ministre, pourquoi pourrait-on avoir un rôle aussi important au Parlement? Donc les formes n'ont même pas été respectées. Ça augure très très mal de la suite, au moment même où tout le monde se demande si les députés de la République En Marche seront simplement des presse-boutons. On commence à avoir un début de réponse. On va en parler. On va poser. On parlera tout à l'heure précisément du rôle que vous aurez évidemment et vous pourrez répondre. J'avance juste là sur les images de la semaine. La troisième image, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui dès dimanche dernier, dès le soir du second tour des législatives, quitte la direction du PS. Aude Lancelin. Il faut toujours quelqu'un pour éteindre la lumière en sortant. Donc c'est ce rôle historique qu'il aura eu. C'est pas forcément le plus glorieux et le plus gai. Maintenant, il y a énormément de responsabilités derrière lui, et depuis 30 ans au sein du PS. Voilà. Donc je pense que de toute façon, il ne faut pas se focaliser sur les individus. On reparlera aussi de l'avenir du Parti Socialiste et de la gauche. Quatrième image, c'est le nouveau gouvernement. C'est une photo un peu coulisse où on voit, au moment de la photo de famille prise dans les jardins de l'Élysée. Vous les connaissez tous, les ministres? Alain Gérard Slama, vous avez bien retenu tout le monde et tout ça? J'en ai retenu un certain nombre, bien sûr, oui. dont l'ancienne directrice de l'ENA que j'ai eue comme étudiant. Absolument. Donc c'est un excellent souvenir. Juste pour voir si tout le monde est bien raccord. La nouvelle ministre de la Justice, tout le monde a bien intégré qui c'était? Oui, on découvre, mais avec intérêt. Comment elle s'appelle? Une personnalité considérable. Belloubet. Madame Belloubet. Madame Belloubet. Très bien, très bien. C'était juste pour vérifier. Si je vous dis Geneviève Darrieussecq, il n'y a pas de problème, tout le monde sait de qui il s'agit. C'est la maire de Mont-de-Marsan. Oui, mais alors... Et c'est la sœur de l'écrivain. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie à part maire de Mont-de-Marsan? Elle a été nommée au gouvernement, là. Oui, c'est bien ça, ça ne m'avait pas échappé. Barbara Pompili. Vous siégez sur tous les noms. Je suis connue pour connaître les têtes des gens, mais pas leurs noms. Écoutez, je dis, c'est facile pour moi, évidemment, puisque c'est moi qui ai préparé ça. Je reconnais. Elle est en même temps qu'il y ait du renouvellement. Elle est secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Un petit dernier pour Richard Ferrand, donc, qui a quitté le gouvernement. Il a été remplacé par qui? Jacques Mézard. Jacques Mézard. Jacques Mézard, en effet, déjà au précédent, donc qui était niveau. Voilà. Et alors vous, par contre, non. Enfin, je vous cherchais dans la liste. Non, mais... député de la 18e circonscription, c'est bien. On a dit à un moment donné que vous pourriez être ministre. Mais, écoutez, j'ai gagné une circonscription qui était donnée ingagnable. Donc moi, je veux faire mon mandat de député. Je crois que c'est. Non, mais on vous l'a proposé ou pas? Non. Ça n'a jamais été. Bon, très bien. Cinquième et dernière photo, le départ de François Bayrou.
Regardez cette photo, on le voit sortir de scène juste après sa conférence de presse, où il annonce qu'il ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il s'essuie le front. Alors, c'est une sacrée déroute quand même, non, pour lui. C'est une situation terriblement cruelle. Je ne dirais pas humiliante, parce que je crois que pour lui, l'honneur est sauf. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas respecté les règles tout à fait en ce qui concernait le financement de ses collaborateurs, mais il a adopté une formule qui était défendue, par exemple, je l'entendais ce matin par Jean-Louis Bourlange, qui disait, après tout, dans un groupe, il n'est pas tout à fait anormal qu'on fasse pot commun, si vous voulez, puisque tous les collaborateurs travaillent pour tout le monde, en fait, et pas seulement pour un élu. L'argument, évidemment, est un peu discutable. Mais dans son cas, il n'y a pas, je ne sais pas, 600 000 euros, je crois, qui sont à démontrer, comme dans le cas du monsieur qu'on avait... Je ne voulais pas lui tirer dans le dos, croyez bien, tout à l'heure, bien qu'il fût sur la photo dans le dos. Là, je ne veux pas lui tirer non plus dans le dos. Il faisait très chaud, de toute façon, avec un instantané. Vous savez, on vous prend quelqu'un qui fait la grimace et on vous dit que le portrait est ressemblant. Attention à ça. Est-ce qu'il devait démissionner, Aude Lancelin? Il devait évidemment démissionner. Un garde des Sceaux qui est l'objet d'une enquête préliminaire, c'est absolument intenable. Mais moi, depuis le début, je me demande surtout les raisons pour lesquelles François Bayrou a rejoint Emmanuel Macron. C'est certainement l'une des personnes qui a dit le plus de mal d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale. En septembre 2016, il parlait de lui comme d'un hologramme des forces de l'argent. C'est quand même des choses lourdes. Et pour un Marocain, Et pour 60 députés. Il s'est précipité. Et pour jouer, en plus, qui plus est, les perles à morale aux côtés d'Emmanuel Macron en portant une loi de moralisation, il y a quand même une situation, de toute façon, dès le début, intenable. Aude, le peu que je le connaisse, c'est un homme droit. C'est le baiser qui tue, parce qu'il a toujours porté malheur. Mais c'est un homme droit. Ah oui. C'est un homme droit et qui est convaincu de cette idée du centre. J'espère qu'on en parlera et qu'on posera ce thème du débat, parce qu'il est important. Exactement. Et il a toujours été centriste. J'ai toujours entendu défendre cette thèse. Il voyait enfin advenir le projet de toute sa vie. Alors évidemment, c'est un peu... Barbara Pompili. Mais c'est exactement ça. Ça fait des années que François Bayrou défend le fait qu'il y ait un centre qui se construise avec les... entre guillemets, les meilleurs de la gauche et les meilleurs de la droite qui se mettraient ensemble pour travailler sur un projet commun. Il s'avère que ce qu'il n'a pas réussi à faire, Emmanuel Macron a réussi. Et donc, c'est tout à fait, d'un point de vue politique, de fond, c'est tout à fait logique qu'il se rallie à ce mouvement et qu'il y participe. Pierre-Yves Bournazel. D'autant plus que les idées sont quand même convergentes entre les deux hommes. Libéral-social, profondément humaniste et européen. Donc là, il y a quand même une cohérence d'un pôle central. Donc on ne peut pas reprocher à François Bayrou d'avoir soutenu dès le premier tour Emmanuel Macron. En revanche, il y a peut-être des différences philosophiques d'approche de la conception du pouvoir, mais ça n'empêche pas que globalement, sur les idées, sur le fond, ils étaient quand même en convergence de vue. Alors, l'Assemblée nationale, qui siégera mercredi pour la première fois, va symboliser ce mot horrible, ce dégagisme dont on a parlé pendant toute la campagne. Il y aura énormément de petits nouveaux, et nouveau, bien, c'est le mot de la semaine. Thierry Dagiral. Nouveau, adjectif. C'est un regard nouveau, c'est un regard critique. Nouveau qui existe, qui est connu depuis peu. Pour la première fois et sous l'impulsion du président de la République, c'est 75% des députés qui ont été renouvelés. On vit une période historique nouvelle, avec l'arrivée de nouvelles personnalités, des jeunes, beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. Nouveau qui vient après, qui remplace ou succède. C'est ça le renouvellement. Nous aurons une Assemblée qui ressemblera à la France. Moi, je ressens cette petite bouffée d'oxygène qu'il y a dans la société française en ce moment. Les gens veulent que ça fonctionne, quoi, au fond. Nouveau, novice qui exerce depuis peu une activité. On entend beaucoup que c'est une majorité de novices, on va le dire comme ça. Est-ce que vous avez des craintes par rapport au fonctionnement de cette nouvelle Assemblée avec un tel renouvellement? Oui, je crois que les nouveaux députés apprendront à devenir députés, ça prend un peu de temps. C'est au fond une armée de novices face à des grandes gueules. Je le trouve déplorable, ce procès en incompétence présumée. Je le trouve déplorable. Nouveau, synonyme neuf, frais, moderne. Vous savez, la modernité, c'est aujourd'hui la Bible. Donc si on ne prononce pas une phrase avec le mot modernité, on n'est pas compris. Inexpérimenté, ignorant, profane. C'est une chance d'appartenir à une nouvelle génération politique. Il y a un an,
Personne n'aurait imaginé un tel renouvellement politique. Le renouvellement, on va accueillir dans quelques instants deux jeunes députés qui ont 28 ans chacun. C'est forcément une bonne chose, Alain Gérard Slama? Oui, mais tout dépend dans quelles conditions. Si on met ensemble des gens qui ne sont pas voués à se comprendre, il s'agit moins d'avoir une expérience ou de savoir des choses. Vous savez très bien, il y a les écologistes qui veulent changer les comportements, et puis ceux qui se disent davantage de technique résoudra le problème. C'est deux formes de tempérament qui ne s'entendent pas toujours. Pour l'instant, c'est le baiser la bourrette, ils sont très très heureux, mais vous savez, au bout d'un certain temps, quand vous mettez des jeunes dans le même amphi, il arrive qu'ils s'engueulent. J'aimerais qu'on se pose tout de suite la question qui a été finalement, qui est montée tout au long de la semaine, la question du pouvoir d'Emmanuel Macron. A-t-il trop de pouvoir? On s'est posé cette question comme si au fond on était au bord d'une dictature parfois. Aude Lancelin, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que ce sujet mérite en effet d'être traité? Oui, il a un pouvoir énorme, une majorité absolue, et des gens à laquelle il vient s'adjoindre, des gens des autres partis et qui sont prêts à collaborer avec lui. Tout ça commence à faire beaucoup. Oui, effectivement, c'est inquiétant, même si on a pu observer un certain rééquilibrage, parce qu'il y a vraiment un moment dans l'entre-deux tours où on a pensé qu'il n'y avait plus que la rue pour défendre le Front social. Et là, il semblerait tout de même que les Républicains ne soient pas complètement décomposés et que la France insoumise, quand même, a réussi à constituer un groupe. Ce qui est intéressant, c'est que cette question des pleins pouvoirs, elle vient à la fois de la gauche, de la droite. Écoutez ce que disait Jean-Christophe Cambadélis dès le soir du second tour des législatives. Ce soir, le président de la République a tous les pouvoirs. Un gouvernement à sa main et un parlement aux ordres. Pour autant, ce triomphe a un côté artificiel, car tous les problèmes de notre pays ne se régleront pas d'un coup de balai magique. Car chacun devine que cette imposante majorité ne correspond pas à la réalité sociale et politique de notre pays. Le pouvoir absolu et concentré, exercé en toute verticalité, se heurtera à cette contradiction. Le pouvoir absolu, et juste regardez la une de Valeurs Actuelles, Barbara Pompili, pour montrer que ça vient vraiment de tout bord. La une de Valeurs Actuelles, c'est Macron premier, les dangers des pleins pouvoirs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais pardon, mais enfin, moi, je suis un peu ébahie quand j'entends ça. D'abord, surtout de la part de Jean-Christophe Cambadélis, moi, je rappelle qu'en 2012, ils avaient la majorité absolue, le PS, à l'Assemblée, au Sénat, dans toutes les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les départements, les grandes villes. Mais il y avait une opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'opposition à l'Assemblée. On a le sentiment qu'elle est réduite. Aujourd'hui, la démocratie... D'abord, je rappelle que la démocratie s'exerce dans les urnes et que les urnes ont décidé de donner ce pouvoir-là à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Mais il a aussi donné des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, les groupes politiques à l'Assemblée d'opposition ont des pouvoirs importants depuis une réforme constitutionnelle qui date de 2008 et ils vont l'utiliser, j'en ai aucun doute. Et n'oublions pas que le Sénat est à droite et n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres contre-pouvoirs. Une démocratie, c'est des contre-pouvoirs partout, les contre-pouvoirs médiatiques, les contre-pouvoirs judiciaires. On ne craint pas une dictature dans les 48 heures, mais c'est vrai que... C'est quand même un peu ce que j'ai senti monter dans certaines publications. Alain Gérard Slama, ce déséquilibre est-il dangereux ? Il est dangereux pour quelle raison? C'est que c'est pas tellement qu'il a tous les pouvoirs. De Gaulle aussi avait tous les pouvoirs. D'ailleurs, dans son livre, Monsieur Macron cite un discours de Gaulle qui est insensé quand on le relit aujourd'hui. Une conférence de presse de janvier 1964 où il dit le président a tous les pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire. Allons bon. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que ce centre-là, qui va être le législateur de facto, ce centre-là, qui est totalement en cohérence avec le gouvernement, lequel reflète d'ailleurs sa composition exactement, et qui est totalement en cohérence avec le président de la République, il n'y a plus d'opposition possible autre qu'aux extrêmes. Alors, il y a en effet les bas levés, mais moi je crains les poings levés. Et ça me paraît beaucoup plus redoutable.
Pierre-Yves Bournazel. D'abord, chaque soir d'élection, celui qui ne gagne pas dit que ceux qui ont gagné ont tous les pouvoirs. C'est un peu plus compliqué que ça, surtout dans ce mandat-là, parce que le président de la République, à ma connaissance, n'a pas de majorité au Sénat. Peut-être qu'il va la construire, mais il ne l'a pas aujourd'hui. Il n'a pas les élus locaux, il n'a pas les grandes villes, il n'a pas les régions, il n'a pas les départements. Donc je crois qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs. Mais dans sa propre majorité, dans la République En Marche, je n'en suis pas, mais dans la République En Marche, il y a des hommes et des femmes qui sont venus d'horizons différents. Et donc déjà, il y a aussi une pluralité. Mais à l'Assemblée, vous allez voir, le débat va exister. Parce qu'entre la France Insoumise, le Front National, des Républicains, dont je ne suis pas, puisque moi je suis constructif, et des socialistes qui sont contre Macron, des voix vont se faire entendre. Et c'est naturel, c'est le débat. Et pour la première fois, est-ce qu'on peut se demander quelque chose? Ça fait 30 ans que dans notre pays, il y a des alternances entre la gauche et la droite qui ont déçu les Français. Parce que les promesses n'ont pas été tenues. Et là, il y a une occasion historique, une opportunité historique, enfin, qu'en début de quinquennat, des hommes et des femmes, modérés, réformateurs, qui pensent la même chose sur l'Europe, sur les réformes à mener, libérales, sociales, et qui ont une vision ouverte de la société, profondément humaniste, se mettent ensemble pour faire avancer le pays. Et puis on va faire un bilan après, et on verra où chacun en est. Mais faisons d'abord gagner la France. Et moi, j'ai beaucoup entendu dans ma circonscription des habitants nous dire: oubliez un peu vos étiquettes politiques, pensez d'abord à votre pays. Et en cela, il y a une approche un peu nouvelle. Aude Lancelin. Ce que je conteste, c'est précisément ce renouveau-là. Justement, oui, effectivement, les mêmes politiques effectivement, ont été menées depuis 40 ans sous étiquette droite ou sous étiquette Parti socialiste. Et c'est cela plutôt que les Français interrogent maintenant à travers ce dégagisme. On ne peut pas dire, sur la base de ce qui vient de se passer, qu'on assiste à une disparition du clivage droite-gauche. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le clivage droite-gauche, il ne passe plus au milieu des Républicains et du Parti socialiste, et que cela a enfin été acté, et que d'une certaine façon, c'est une clarification, et que d'une certaine façon, la gauche qui essaie de se reconstruire n'aura pas constamment à se voir le Parti socialiste mis pas pour les dans mêmes pattes. raisons, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que cette recomposition politique va permettre une clarification idéologique et obliger des gens qui n'étaient pas dans les mêmes mouvements à être ensemble, et des gens qui étaient dans le même mouvement à ne plus être ensemble parce qu'ils ne pensaient plus la même chose. Dans le vieux Parti socialiste, comme dans les Républicains, il y a quand même des différences très nettes entre Manuel Valls et Benoît Hamon, ou entre un Laurent Wauquiez et un Alain Juppé pour les Républicains. C'est évident. Barbara Pompili. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que cette envie d'air, cette envie de changer la manière de faire de la politique, de revenir à d'autres méthodes aussi, des méthodes qui soient moins de posture idéologique, c'est ce qui a été voulu par les Français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait peur, à juste titre, et moi je suis de Picardie, je peux vous dire que j'avais assez peur que les Français se réfugient vers les extrêmes. Or, les Français qui ont décidé de choisir, c'est-à-dire ceux qui ont voté, ceux qui ont décidé de choisir, ont choisi massivement quelqu'un qui tentait l'expérience de la modération et aussi de l'optimisme vers l'avenir, de l'ouverture sur l'Europe, etc. Au lieu de se replier, c'est quelque chose d'extrêmement positif, mais ça nous donne aussi une responsabilité très forte. Les électeurs que j'ai rencontrés, nombreux, m'ont dit, maintenant, vous avez une responsabilité parce que la prochaine fois, mais ça ne passera pas. on travaille ensemble, on mélange la gauche et la droite, il y a aussi, ça donne aussi parfois le sentiment de... on éteint tout le reste. C'est ça qui peut... Si je peux me permettre de résumer. Alain Gérard Stama. Non. Simplement, nous avons... il y a toujours eu un vieux rêve en France, mais qui était tout à fait raisonnable, qui était de gouverner au centre. C'était la logique de la Ve République. Remarquez, dans l'opposition droite-gauche, le prince gouvernait au centre, qui se soit appelé De Gaulle d'ailleurs, Giscard, bien entendu, disait gouverner au centre. Ou Mitterrand, qui à partir de 1983 a essayé et obligé de gouverner au centre. Pourquoi? Parce que pour se maintenir, il devait prendre en compte l'opinion du parti adverse et la frange adverse qui se sentait comme proche de lui. Et c'est ce système qui a cessé de fonctionner. Et c'est ça qu'il faut... Là, on n'est plus au centre. Parce qu'il y a un gouvernement du centre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça, c'est ça qui m'a choqué, si vous voulez, dans le discours. Je ne veux pas du tout lui faire un procès d'attention. Je souhaite qu'il réussisse, évidemment. Et surtout s'il s'agit de promouvoir des gens de la qualité de mes voisins. Mais cela dit, je trouve que j'ai un devoir de vigilance en tant que vieillard qui consiste à dire le gouvernement du centre, ça n'est pas la même chose que le gouvernement au centre. Parce que beaucoup de gens vous disent, effectivement, il va y avoir une dialectique entre un centre qui ne saura pas trop où il va d'ailleurs, parce qu'il sera forcément, les divisions s'apercevront assez vite, et puis il y aura les extrêmes, et sans doute, plutôt que les extrêmes encore, la rue. Aude Lancelin.
Non, mais on ne peut pas avoir ce débat-là, parce que là, je vous entends tous dire les Français ont voulu ça, et bientôt on entendra, demain, on entendra les Français ont voulu casser le code du travail, etc. On ne peut pas ignorer le fait que l'abstention a été énorme, historique sous la Ve République. On ne peut pas ignorer le fait que Emmanuel Macron et ses députés ont été élus sur des bases électorales extrêmement étroite pour la première fois, là encore, de l'histoire de la Ve République. En disant cela, je ne suis pas en train de remettre en cause la légitimité de cette Assemblée. Simplement, je pense que notre système représentatif est en bout de course, qu'il devra être amendé et que malheureusement, ce débat-là n'est aucunement porté par la majorité actuelle. Pierre-Yves Bournazel. En un mot, moi je suis d'ailleurs favorable à ce qu'on garde un système majoritaire, parce que je souhaite qu'à l'Assemblée nationale on puisse gouverner, mais qu'il y ait une dose de proportionnel pour qu'il y ait une meilleure représentativité des différents courants d'opinion. Ça, c'est une des promesses d'Emmanuel Macron. Donc, on verra si elle est tenue. En général, elle n'est pas tenue. Ce que dit Aude Lancelin est très important, c'est que c'est vrai qu'aux législatives, il y a eu une abstention très forte. Et notre devoir aussi, élus de la nouvelle génération, c'est de retisser la confiance. Et donc ça va être très important dans ce mandat-là. Mais c'est bien aussi que des gens qui pensent pareil se mettent ensemble aussi pour le pays. Ça, je crois que c'est important, parce que les oppositions frontales et artificielles n'ont rien donné. Je donne un dernier exemple. La gauche modérée voulait faire des réformes en profondeur, ou la droite modérée voulait faire des réformes en profondeur, et l'un ou l'autre s'opposait. Et on a perdu beaucoup de temps dans le pays. Si ce début de quinquennat peut être utile pour faire vraiment des réformes utiles comme la réforme du travail ou de l'école, ça sera déjà un bon point pour le pays. Très vite, avant d'accueillir nos deux invités. Oui, non, mais juste pour dire aussi que ceux qui ne sont pas allés voter, d'accord, se désintéressent un peu de la vie politique, mais quand j'entends des gens, et notamment de la France Insoumise, qu'on va peut-être accueillir tout à l'heure, nous dire, mais nous sommes le peuple, non, parce qu'ils n'ont même pas considéré que c'était intéressant de voter pour eux, non plus. Donc, à un moment, il va falloir aussi qu'on retravaille notre lien avec les citoyens. Ça, c'est un gros chantier qu'on est en train de mettre en place. Pour certains, on le fait déjà. Hein, sur le terrain, on n'a pas découvert avec les citoyens, mais on sait aussi que si on veut que ça marche, il faut qu'on ait des politiques publiques et donc des lois qui soient intimement liées à la réalité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut ramener les citoyens vers la politique. On accueille maintenant deux députés qui représentent cette nouvelle vague à l'Assemblée nationale. Ils ont le même âge, 28 ans. Ils ne siégeront pas sur les mêmes bancs. L'une, Mathilde Panot, a été élue députée, bonjour, du Val-de-Marne pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. L'autre, Gabriel Attal, bonjour, députée des Hauts-de-Seine avec plus de 60% des voix au second tour sous les couleurs de la République En Marche. Vous n'êtes pas les plus jeunes. Non. Puisque le Benjamin a 23 ans, le Benjamin de l'Assemblée, il s'appelle Ludovic Pajot, il est Front National, et donc il a 5 ans de moins que vous. Pierre-Yves Bournazel, vous vous sentez pas un peu vieux devant... Vous avez 39 ans. Oui, je suis la cuvée du président, 77, donc je me sens beaucoup en retard. Mathilde Panot, on va commencer avec vous. D'où venez-vous? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Depuis combien de temps vous militez? Tout d'abord. Oui, donc moi je milite pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012. Je militais en non encarté à cette époque-là. J'ai fait du militantisme associatif à côté de mes études pendant 10 ans, et notamment sur de la lutte contre la pauvreté. Et je me suis engagée politiquement parce qu'à un moment, quand vous voyez des gens qui vivent avec 400, 500 euros par mois, parce que j'entends souvent des gens qui tirent à balles ouvertes sur les personnes qui ont le RSA, mais il faudrait voir ce que c'est quand on vit concrètement avec cet argent-là. Et on a envie qu'il y ait un changement global et de dire que, vu la richesse de notre pays, on est capable de tous et toutes vivre dignement. Donc, je me suis engagée en politique et donc, ensuite, je suis devenue, en février 2016, la coordinatrice nationale des groupes d'appui, donc la construction du mouvement de la France Insoumise et l'animation politique de la campagne. Pourquoi avez-vous choisi Mélenchon? Pourquoi lui et pas une autre personnalité à gauche ou à l'extrême gauche? Je trouve que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise en général sont les seuls qui ont un programme cohérent qui lie les 4 urgences qu'on vit en ce moment, donc l'urgence sociale, l'urgence démocratique, l'urgence écologique et l'urgence pour la paix. Et je pense que nous sommes les seuls à pouvoir répondre à cette urgence aujourd'hui où il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Et voilà pourquoi je me suis engagée pour la France Insoumise. Comment est-ce que vous abordez cette entrée à l'Assemblée? Est-ce que vous avez une forme de trac, ou est-ce qu'au contraire, c'est que vous envisagez ça comme la suite tout à fait logique de votre parcours et de ce que vous avez fait, ne serait-ce qu'au cours des derniers jours au sein de la France Insoumise? Comment est-ce que vous abordez ça?
Évidemment, on a une responsabilité avec, oui, on peut dire un tract de porter cette voix. En même temps, on est très fiers d'avoir réussi à faire un groupe à l'Assemblée nationale. C'était extrêmement important pour nous de pouvoir porter la voix des 7 millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles. Et je pense que c'est important que notre voix soit entendue à l'Assemblée nationale. Vous dites que la période qui s'annonce va être violente. Oui. Politiquement et socialement. Oui. Vous vous attendez, par exemple, à une rentrée sociale chaude. Peut-être même à un été. Peut-être même l'été, en effet. Nous, on a fait, depuis l'été dernier, nous avons fait des caravanes pour l'égalité des droits que j'avais initiées. On allait dans les quartiers populaires pour répondre justement sur la question de comment nous, on a été chercher les gens qui s'abstenaient. Parce que contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un désintérêt sur la politique. C'est surtout parce que, vous imaginez bien, quand vous avez élu François Hollande, parce que les quartiers populaires s'étaient mobilisés pour François Hollande, quand vous avez élu François Hollande qui vous dit « mon ennemi c'est la finance, j'arrêterai le contrôle aux faciès, je renégocierai le traité européen » et que rien n'a été fait, ce n'est pas du désintérêt. Donc nous avons été dans les quartiers populaires, faire de l'inscription sur les listes électorales, faire de l'accès aux droits sociaux et les situations sociales dans lesquelles sont beaucoup de gens aujourd'hui sont dramatiques et je pense que le gouvernement Macron va les aggraver. Alors, vous restez avec nous, bien sûr, pour ce débat. Gabriel Attal, je le disais, vous êtes député maintenant République En Marche. Vous avez déjà rencontré Emmanuel Macron ? Oui. À plusieurs reprises pendant la campagne. À plusieurs reprises pendant la campagne. Non, mais je vous pose la question parce que sur les 308 députés En Marche, on se demandait s'il y avait une proximité. C'est difficile de connaître 308 personnes correctement. Il s'est beaucoup déplacé pendant la campagne. Il a parcouru toute la France et je pense que beaucoup l'ont rencontré à cette occasion-là. Alors, vous avez fait Sciences Po. Oui. Vous avez ensuite travaillé pour le cabinet de Marisol Touraine. Vous étiez socialiste. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le PS ? Parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait dépasser les clivages politiques et les appareils politiques en tout cas. Quand le Parti socialiste, l'UMP ou le RPR, le Parti communiste ont été créés, on ne se posait pas la question de la transition numérique et de la protection des salariés face à l'ubérisation. On ne se posait pas la question de la transition écologique et de la protection de l'environnement. On ne se posait pas la même question sur la lutte contre le terrorisme. Tous ces nouveaux enjeux, tous ces nouveaux risques, qui sont aussi des nouvelles opportunités, par exemple pour la transition écologique, elles appellent des nouvelles réponses et je pense que ces réponses ne peuvent pas rester enfermées dans des appareils politiques et des étiquettes politiques. Alors, vous avez entendu tout ce qui se dit depuis quelques jours sur les députés de La République En Marche. C'est une question que je pourrais aussi poser d'ailleurs à Barbara Pompili, mais même si elle a un petit peu plus d'expérience que vous. Mais est-ce que vous allez être un député godillot, comme on le dit ? Je ne crois pas, non. D'ailleurs, j'ai entendu Madame dire tout à l'heure qu'on était des députés presse-bouton. Je pense que c'est à la fois méprisant pour notre parcours, parce qu'on a tous un engagement, on a tous une vie passée, des valeurs qu'on a envie de porter. Et puis pour les électeurs qui nous ont élus, l'enjeu, c'est de construire avec le président de la République, avec le Premier ministre et le gouvernement, avec ce mouvement, et de peser, d'apporter nos expériences, d'apporter nos valeurs dans un horizon plus large. Reconnaissez qu'on peut se poser la question, parce que c'est pas facile de s'opposer quand on doit tout à Emmanuel Macron. Vous pourriez, par exemple, ne pas être d'accord sur certains sujets. Mais ils doivent tout. Je ne comprends pas. Ils doivent tout parce que ça me paraît clair. Mais donc vous considérez parce que Emmanuel Macron a ce sont fait des carriéristes politiques, en fait. Pas du tout. Je dis juste que le fait d'avoir l'étiquette Macron a permis à beaucoup de ces députés d'être élus. Ça me paraît évident et pas méprisant. Il y a une chose qui est claire, c'est que si on a rejoint La République En Marche et si on a sollicité l'investiture de La République En Marche pour les législatives, c'est parce qu'on était d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron et le contrat avec la nation qu'il a présenté pendant la campagne présidentielle. Ça ne nous empêche pas de venir avec notre histoire personnelle, comme je disais tout à l'heure, nos valeurs, et de chercher à peser, à enrichir, à proposer des choses, y compris sur des débats qui n'ont pas eu lieu au moment de l'élection présidentielle. Alors, sur quel sujet, par exemple, vous auriez... C'est vrai que le grand public ne vous connaît pas, même si on a un petit peu parlé effectivement de ces députés très jeunes pendant la campagne. Sur quel thème on va vous entendre, on va vous voir? Quels sont les sujets qui vous intéressent? Moi, j'ai envie de travailler sur les questions de jeunesse et d'engagement. Aussi parce que je pense que c'est la même chose pour toi. Quand on est député à moins de 30 ans, on se sent aussi investi d'une responsabilité vis-à-vis de notre génération. Jusqu'en 2012, ou 2017 plutôt, avoir moins de 30 ans à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça voulait dire être Front National. C'était Marion Maréchal-Le Pen à l'Assemblée, David Racheline au Sénat. Là, je crois qu'on est une trentaine de jeunes députés de moins de 30 ans à être entrés à l'Assemblée nationale. Absolument. Moi, j'ai envie d'agir, j'ai envie de proposer des choses pour la jeunesse, pour l'engagement, en matière de culture, en matière d'emploi, en matière de logement. J'ai envie de faire progresser tous ces sujets-là. Question pour tous les deux, ça vous énerve en fait quand on vous parle de votre âge tout le temps, quoi? Non, un peu, vous pouvez le dire.
Mathilde Panot. Oui, non, je pense qu'il y a une question qui est importante, qui est de dire que, bon, il y a eu ce que nous, on a appelé le dégagisme, c'est-à-dire le fait qu'on change les représentants, c'est-à-dire des gens élus depuis 30 ans, 40 ans, dont c'est la carrière politique, et ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, pour revenir souvent aux choses où on dit les gens sont inexpérimentés, etc., c'est vrai, mais en tout cas, c'est important, nous, on porte le fait que la politique soit désexpertisée. C'est-à-dire que la politique, c'est notre vie quotidienne, donc c'est important que, sur des mots, logement vacant, des gens ne comprennent rien à ce qui se passe dans le débat public. La deuxième chose, quand même, et qui pour moi est importante, c'est qu'on a un problème de confiance énorme dans les politiques aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de l'abstention. Donc moi, j'aimerais bien que, par exemple, sur la loi de la moralisation de la vie politique, par exemple, vous disiez tout à l'heure sur la proportionnelle, il n'y a pas de proportionnelle aujourd'hui dans cette loi-là pour l'instant. Nous, on aimerait qu'il y ait le référendum révocatoire, c'est-à-dire que si un élu ne tient pas ses engagements en cours de mandat, parce qu'on ne peut pas faire juste confiance à des personnes, je suis désolée, mais dire oui, on votera en toute liberté. Non, vous avez aussi été élu, nous on a été élus sur un programme qui est clair, et c'est important en termes de crédibilité et de confiance. Sinon, à quoi on sert, quoi? À part être une jolie personne sur un plateau. Non, mais c'est vrai. Gabriel Attal, sur l'engagement, effectivement, l'abstention. Est-ce que vous vous dites qu'après tout, il y a peut-être des jeunes, et on sait qu'il y en a eu énormément, de 25 ans, 28 ans, c'est votre âge, qui ne sont pas allés voter. Vous voulez leur dire quelque chose aussi dans ce sens-là? Ils sont nombreux, les jeunes, à ne pas s'être déplacés pour aller voter. On l'a vu dans toutes les circonscriptions. Et c'est vrai que, forcément, se sont investis d'une responsabilité. Et moi, en tant que député, j'aurais envie d'agir pour que, dans 5 ans, ils aient envie de se déplacer et d'aller faire valoir leur voix. Bien. Il y a quand même quelque chose que j'ai pu constater pendant la campagne présidentielle. Moi, je suis une ancienne de la politique, ça fait longtemps que je suis engagée politiquement. Je connais les gens qui sont engagés sur mon territoire, c'est toutes les mêmes têtes depuis des années. Et là, pour la première fois, vraiment, pour la première fois sur cette campagne, j'ai vu arriver des gens que je n'avais jamais vus avant, qui ne s'étaient jamais investis avant. Et je me dis que ça, c'est déjà un bon point de départ. Et aussi, et ça vraiment, c'est un point important, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, beaucoup de nouvelles. Oui, ils ont à apprendre, mais ils vont apprendre. Et ce que je note surtout, c'est un enthousiasme et une envie de changer les choses que je n'ai pas connu dans la précédente mandature. Vraiment. Donc, peut-être qu'il y aura des engueulades, peut-être qu'il y aura des moments plus difficiles que d'autres, soyons pas naïfs. Mais en tout cas, on a des gens qui ont envie de bosser et de travailler pour l'intérêt général. Aude Lancelin. Pour moi, là, j'ai un non-sujet. Franchement, on peut avoir moins de 30 ans et avoir des qualités exceptionnelles. On en a tous connu. Voilà, c'est pas le problème. Pendant qu'on regarde l'âge, en revanche, on voit pas la lune derrière. Et la lune derrière, c'est par exemple que dans cette assemblée, il y a une 60aine de députés qui ont des sociétés de conseil, qui sont donc potentiellement, les vérifications seront faites, mais elles seront faites post-festum, c'est ça le problème, sont potentiellement en conflit d'intérêts, qui vont être obligés, d'après donc les nouvelles lois passées sous François Hollande, de déclarer leurs clients à la haute autorité de la transparence, et tout ça va. Mais on ne peut pas à la fois demander à ce que les politiques ne soient pas professionnels de la politique et en même temps interdire les gens qui ont des activités professionnelles. C'est compliqué. C'est mon deuxième point. D'une part, cette Assemblée présente un fort risque de conflit d'intérêts. Donc, je dirais même pour Emmanuel Macron que c'est un peu une bombe à retardement. Et par ailleurs, rappelez-moi votre objection, pardon. Sur le fait qu'on ne peut pas reprocher à la fois d'avoir des politiques professionnelles qui ne font que ça dans la vie et empêcher des gens qui ont une activité... Alors, c'est mon deuxième point, c'est qu'il y a une nouveauté profonde dans cette Assemblée, et ce n'est pas sa jeunesse, c'est son côté business, comme on dit en mauvais français. Business Business, oui, c'est-à-dire des start-upers, des capital risqueurs, des entrepreneurs, énormément d'anciens présidents de bureaux des élèves d'écoles de commerce, etc. Et tout ça change. Non, mais on peut le reconnaître. On peut trouver ça formidable. Mais tout ça je vais vous dire, j'étais au séminaire ce week-end de la République En Marche avec Barbara et les Pompili. intérêts. À côté de moi, j'avais un sapeur-pompier
qui était sapeur-pompier depuis 25 ans. Je ne conteste pas l'existence d'exceptions. Oui, moi je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui aient fait une école de commerce ou qui aient créé une entreprise qui viennent à l'Assemblée nationale. On ne peut pas à la fois reprocher aux personnalités politiques d'être professionnalisées en politique et de ne pas connaître le monde du travail, et dès qu'il y en a qui ont connu le monde du travail, les critiquer pour cela. Je pense qu'il fallait ouvrir. C'est intéressant parce que ça pose plein de questions, cette nouvelle Assemblée. Alain Gérard Slama, quel est votre regard? Les partis traditionnels sont bousculés, c'est une très bonne chose, j'en suis ravi. Bon, cela dit, ils auraient pu peut-être se renouveler eux-mêmes. Ils auraient peut-être pu se moderniser eux-mêmes. Ils ne l'ont pas fait. C'est gravissime. Et je pense qu'une occasion a été perdue. Et je ne suis pas sûr que précisément cette arrivée d'un côté de gens qui sont des experts peut-être, ou qui ont en tout cas une activité professionnelle, ou d'autres qui sont très jeunes et qui sont uniquement motivés par leur enthousiasme. Vous savez, je me méfie un peu de la motivation de l'enthousiasme. Parce que lorsque vous décrivez les pauvres et les situations réelles auxquelles on va être confronté, là je vous écoute et je vous entends, bien sûr. Mais en revanche, je ne suis pas très sûr que ça va aider le Parti socialiste à se renouveler. Ça, j'en ai grand peur. Hein. Et si vous voulez, cette situation-là m'inquiète parce que il y a eu souvent dans notre histoire des mouvements où il y avait les jeunes, on vantait les jeunes, et pas seulement en Europe, on a vu ça. On a vu ça, et ça coûtait très cher de l'heure de pédagogie. Et c'est ça que je crains. C'est-à-dire, on se dit, ils vont devenir compétents, ils vont devenir, ils vont passer à l'acte, ils ont la motivation qui leur permet de passer à l'acte. Ça, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait bien. Mais quand même, il faut, au départ, d'avoir pas le sentiment, donner en tout cas au pays le sentiment, qu'on a été choisi par le prince. Parce que c'est quand même étonnant, si vous voulez. En général, c'est les partis qui présentent des candidats. Hein. D'ailleurs, c'est même l'article 4 de la Constitution. Justement, les partis servent précisément à l'expression du suffrage. Et là, on a eu l'impression, j'ai eu un étudiant qui m'a écrit pour me dire j'aimerais bien que vous me souteniez parce que j'ai envie de me présenter comme candidat à ça. J'étais très très surprise. Ça m'a fait penser à cette femme très sympathique d'ailleurs qui écrivait au maréchal Pétain pour lui dire je voudrais que vous me trouviez un mari dans le cadre de votre politique de la famille. Ah. Alors vous voyez, vous aviez peur. Mais si vous voulez, cette comparaison, je la fais pourquoi? Parce que je trouve que lorsqu'on doit c'est quand même pas vraiment la démocratie, ça. Il y a un problème dans notre démocratie. Pierre-Yves Bournazel. Pour renouveler, il y a aussi ce qu'on va porter dans ce quinquennat, c'est la limitation des mandats dans le temps. La limitation à 3 va permettre automatiquement de renouveler aussi les générations. Et les générations, ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de profil. Et je crois que c'est important. Ça permet quand même là d'amener des nouvelles énergies. Et puis enfin, c'est la conception que l'on a aussi du mandat de député. Je crois qu'on va être beaucoup à changer aussi. Le mandat de député, il est un peu vertical, c'est le vote de la loi, mais il doit être aussi horizontal. Moi, j'étais tout le week-end dans ma 18e circonscription, dans laquelle je vis. Nous allons co-construire ce mandat-là aussi. C'est-à-dire, co-construire, ça veut dire rendre des comptes sur les impacts positifs et négatifs des lois qu'on vote, écouter les initiatives qui viennent du terrain, des habitants du quartier Château-Rouge qui remontent des problèmes de tranquillité, d'autres à la porte de Montmartre, des sujets concrets, d'autres qui ont une expertise aussi sur les nouvelles technologies, d'autres sur la lutte contre la pauvreté. On a besoin de s'inspirer de tout cela parce que le député ne sait pas tout et ne peut pas tout voir. Il doit apprendre aussi à travailler avec la population. J'aimerais qu'on revienne avec vous tous sur une question importante, c'est la question de la légitimité de cette Assemblée. Alors c'est Jean-Luc Mélenchon qui remet en cause vraiment très explicitement cette légitimité. Alors on va l'écouter, mais ce que je vous propose, juste comme ça pour l'exercice, et je vous propose de faire la même chose, parce que c'est assez frappant. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Si vous avez envie de le faire chez vous, faites-le aussi en fermant les yeux. Et franchement, on a vraiment l'impression d'entendre une sorte d'imitation du général de Gaulle. C'est assez étonnant. Regardez. Cette majorité boursouflée qui est constituée à l'Assemblée nationale n'a pas la légitimité pour perpétrer le coup d'État social qui était en prévision. C'est au contraire la résistance la plus totale qui est légitime dans cette circonstance. C'est étonnant, ce n'était pas un jugement de valeur, je disais juste c'était étonnant d'entendre cet accent... De Gaulle n'aurait jamais dit ça. Non, je parlais de la voix. Oui, non, bien sûr. Je parlais de la voix, vous avez bien compris. J'aimerais apporter ce... C'est important parce que effectivement, cette Assemblée est-elle légitime, sachant que lui-même, et vous aussi bien sûr Mathilde Panot, vous êtes élu. C'est quand même étonnant. Je tiens juste à préciser quelque chose, il ne remet pas en cause
la légitimité de l'Assemblée en soi. Il dit qu'il n'y a pas de majorité et de légitimité à casser le droit du travail ensuite, à mettre l'état d'urgence dans... Non, mais je le dis parce que c'est important, parce qu'après, on va... Ça revient un peu au même, pardon. Ça revient un peu au même. Remettre en cause la majorité, c'est remettre en cause l'ensemble. Dire qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour ces projets, ces projets-là que porte Emmanuel Macron, c'est important de le dire. Et la deuxième chose que nous, on regrette quand même fortement, moi notamment dans ma circonscription, j'avais proposé, comme beaucoup de députés, comme beaucoup de candidats députés à cette époque-là, à la candidate En Marche qui était en face de moi de débattre pour que les citoyens et les citoyennes puissent avoir le choix entre deux projets de société qui soient portés à l'Assemblée. Oui. La candidate a refusé. Ça s'est fait à beaucoup d'endroits. Donc, j'aimerais aussi que sur les plateaux, on commence à expliquer qu'est-ce qui va se passer pour la loi travail pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire. Le défenseur des droits a pointé notamment que il y avait un gros problème sur les libertés au niveau de l'état d'urgence qui allait être mis dans le droit commun. Donc, c'est important de parler de ces sujets-là parce que quand vous dites l'Assemblée nationale est un espace de débat politique, je suis entièrement d'accord. Mais pour l'instant, ce que je vois à chaque fois que je vais dans des plateaux télé, c'est si nous ne parlons pas politique, surtout n'en parlons pas trop et restons dans un espèce de flou de la nouveauté. On en parle. Non, mais attendez. Barbara Pompili. Moi, moi, ça me choque d'entendre ça, parce que remettre en cause la légitimité d'une assemblée élue démocratiquement, ça me pose un vrai problème. Donc cette assemblée, évidemment qu'elle est légitime, chaque député élu est légitime et doit porter son mandat. Et ensuite, il y a quand même aussi la question, quand on dit il n'y a pas de majorité pour casser le code du travail. Alors moi, je suis d'accord avec vous, hein, moi je ne suis pas pour casser le droit du travail, je ne suis pas pour revenir à Zola et je ne suis certainement pas pour enlever les protections pour les gens. J'aimerais qu'on sorte des caricatures, ça permettrait aussi d'avoir un débat de meilleure qualité dans ce pays et il le mérite. Mais par contre, on a un président de la République et une Assemblée nationale qui ont été élus sur un programme. Et sur un programme pas de surprise, vous voulez dire. Clair. Il n'y a aucune surprise. Ouais. Et par contre, il y a des détails. Et il faut rentrer dans les détails. Et ce sera le rôle des parlementaires et des parlementaires sociaux. A-t-il été élu pour qu'on remette en cause la loi travail ? C'est une autre histoire. Non, mais peu importe. Il a été élu sur un programme. C'est normal qu'il applique son programme. S'il n'appliquait pas son programme, tout le monde dirait qu'il n'applique pas son programme. Donc, à un moment, il faut aussi être clair. Quand on dit qu'il n'y a pas de légitimité, il y a une légitimité pour le président de la République d'appliquer son programme. Vous aviez dit tout à l'heure, je ne remets pas en cause la légitimité, mais je me pose la question quand même, si j'ai bien compris. Ouais. Mais alors, d'abord, juste une précision. Je crois que Mélenchon lui-même est revenu sur cette question de la légitimité, qu'il s'est aperçu de son erreur et qu'il a corrigé un peu le tir. Hein. Bon. Bah, disons que ça le concerne aussi directement. Voilà. Donc, mais bon, c'est vrai que... Oui, bien sûr. Non, mais je crois qu'il a fait cet effort-là. Okay. Non, mais disons que il est quand même légitime de s'interroger dans une société, si vous voulez, où plus de 60% de ce qu'on appelle les classes populaires, les ouvriers, les employés, ne votent plus, sans parler de ceux qui votent pour des partis xénophobes, disqualifiant leur vote, et une société dans laquelle l'échange politique n'inclut plus du tout les travailleurs, les précaires, c'est une société qui doit tout de même se poser des questions. Et on ne peut pas se contenter de dire on est élu, on avance. Être élu, quand on est président de la République, ce n'est pas non plus être nommé par un conseil d'administration. Et on a encore, moralement, politiquement, des comptes à rendre. Gabriel Attal, c'est vos débuts en politique. Est-ce que vous comprenez, au fond, il y a deux débats qui se rejoignent presque. Hein. Celui qu'on avait tout à l'heure sur Macron a-t-il trop de pouvoir ? Maintenant, on a la légitimité de cette majorité. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Moi, je trouve que la grande force d'Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle, c'est d'avoir tout dit pendant la campagne. On parlait tout à l'heure de la remise en cause du pouvoir de l'argent, etc., qui avait été exprimée par François Hollande. Emmanuel Macron a tout dit. Les Français ont voté en connaissance de cause. Et moi, j'ai été marqué pendant cette campagne, à Issy-les-Moulineaux, avant, à Boulogne, où j'étais candidat, de croiser des électeurs qui connaissaient parfaitement le programme d'Emmanuel Macron et qui nous interrogeaient en nous disant vous allez vraiment le faire, le droit à l'erreur pour les entrepreneurs ? Vous allez vraiment le faire, la suppression du RSI ? Vous allez le faire, le doublement des moyens en CP, en CE1 dans les écoles de REP et REP+. Donc, les Français ont validé ce programme. Et moi, remettre en cause la légitimité de la majorité de l'Assemblée nationale, je trouve que c'est une pente extrêmement dangereuse. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a été trop loin et il l'a dit lui-même. Je pense qu'il a un problème lui-même à reconnaître la légitimité de sa défaite. On l'a vu à la présidentielle, il a mis plusieurs jours à bien vouloir le reconnaître. Si davantage d'élus France Insoumise étaient à l'Assemblée nationale, je pense qu'il aurait un autre discours. Les électeurs ont voté. Et on a une majorité aujourd'hui qui a été
élus pour faire bouger le pays. Et c'est ça qu'attendent les Français, c'est qu'on avance. J'aimerais qu'on voit rapidement l'avenir de la droite, de la gauche. On va commencer par la droite. Alors, la droite qui sort exsangue de cette présidentielle et de ces législatives. Une partie des députés Les Républicains, vous en faites partie d'ailleurs, a rejoint les centristes de l'UDI pour créer un groupe parlementaire, les constructifs. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure ce que ça signifiait, que vous alliez en effet, à certains moments, et de nombreux moments probablement, soutenir le gouvernement d'Édouard Philippe. Écoutez ce qu'en pense Éric Ciotti, votre collègue. Les constructifs, comme s'il y avait qu'eux qui étaient constructifs. Ce terme, c'est un terme de communication. Moi, je dirais plutôt les opportunistes sans conviction. Pendant toute la campagne électorale, ils ont joué contre leur camp. Ils ont joué contre nos candidats. Ils ont fait perdre nos candidats. Alors, voilà. C'est toujours votre collègue et ami ou pas? Chacun est libre de ses propos, mais je crois que les Français veulent plus cette manière-là de faire de la politique, qui est d'agresser l'autre. Parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Il y a deux lignes politiques qui se sont affirmées ces dernières années à droite, et c'est respectable. Il y a une ligne très identitaire, dont M. Ciotti fait partie, avec Laurent Wauquiez. Je le respecte, c'est pas ma ligne, c'est pas mes idées. Nous avons une ligne libérale sociale, profondément européenne et humaniste. Nous l'avions portée notamment, j'étais un des porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires. Et aujourd'hui, c'est normal que l'un des nôtres, qui est Premier ministre, Édouard Philippe, qui était un autre porte-parole d'Alain Juppé, se retrouve... on se retrouve ensemble pour soutenir ce qu'on croit bon pour le pays. Et je crois que les Français nous le disent. Cesser les oppositions frontales et inutiles. Donc moi, je ne veux pas faire de commentaires, je ne veux pas ajouter de la division à la division. Je crois que la recomposition politique du président de la République et du Premier ministre va faire de la clarification idéologique, et ça, c'est sain. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'on assiste à un renouvellement. On a même aujourd'hui sur le plateau un député qui est venu en basket. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je fais ce métier, mon cher Gabriel Attal. Mais on a le sentiment que finalement, que ce soit chez les Républicains et au Parti Socialiste, la guerre des clans continue. Écoutez, regardez ce que dit Xavier Bertrand. D'abord, il dit qu'il n'est pas candidat pour prendre le parti, c'est ce qu'il dit dans le journal du dimanche. Et il dit aussi, en réalité, c'est pas du off, c'est du on, comme on dit. En réalité, il n'y a plus grand-chose en commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus et on n'a peut-être plus grand-chose à faire ensemble. Et ce qu'il dit, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais... C'est une clarification idéologique et c'est salutaire. Voilà, il n'y a pas besoin de se jeter des noms d'oiseaux à la figure et de faire de la vieille politique pour ça. Quitter les Républicains. Mais regardez, nous venons de monter un groupe politique. C'est une nouvelle force parlementaire. Êtes-vous toujours chez les Républicains? C'est une nouvelle force parlementaire. Êtes-vous toujours chez les Républicains? Éric Ciotti disait, les constructifs, ça n'appartient à personne. Le mot républicain n'appartient à personne. Se dit républicain, qui il veut. Et moi, ce qui me compte, c'est pas de savoir dans quel parti je suis. Pour le moment, c'est ce qui compte, c'est de savoir quelles sont mes idées. Et un parlementaire doit être un homme ou une femme libre. Et dans notre groupe, c'est la liberté qui va primer. Êtes-vous toujours chez les Républicains? Moi, je me sens profondément républicain. Les Républicains? Dans la Républicain, dans la conception que nous portions avec Alain Juppé, que nous portons avec le groupe des constructifs et de nos amis centristes, pour d'abord défendre l'intérêt général et l'intérêt de la France, avant de défendre quelques intérêts particuliers ou très partisans. Alain Gérard Slama, vous qui êtes historien des droites, on peut le dire aussi, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est inédit ou pas? C'est inédit, mais c'est le résultat de fautes tellement lourdes. Si on revient au schéma que j'indiquais tout à l'heure, droite-gauche, et la droite qui tient sur ses frontières, ses extrêmes. C'est ce qui se passait. Ça a cessé de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une dérive idéologique, il faut bien la dater, ça a été à la fin de la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a consisté à croire qu'en jouant la carte Front National, on allait évidemment se renforcer et remporter la bataille. Ça a été une absurdité totale. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène est la front nationalisation, si j'ose dire, de la droite telle qu'elle s'est présentée aux primaires et telle qu'elle a provoqué la défaite d'Alain Juppé, dont vous étiez le porte-parole. Mais il a manqué, en effet, un leader à la droite qui soit capable de tenir les gens. Et on les tient, les gens, bien entendu. Il arrivera à les tenir, Macron, bien sûr. Il est fort, il est doué. Mais il fallait les tenir, tout simplement, parce qu'on a les investitures, parce qu'on a le programme, parce qu'on est en gros maître des carrières des gens. Bon, cette logique-là, c'était fragile, ça a très longtemps fonctionné, et la droite s'en sortait admirablement bien, parce qu'en général, elle piquait les thèmes de la gauche. Elle disait à la gauche, regardez, vous voulez plus d'égalité, vous voulez plus de justice, mais nous aussi, vous n'avez pas le monopole du cœur. Maintenant, on nous fait le coup adverse. C'est-à-dire
C'est-à-dire que pour la première fois, on a un leader de gauche, en principe, enfin Macron, qui vient nous dire, mais vous savez, moi je suis pour l'industrie, je suis pour le... c'est extraordinaire, pour la croissance, et c'est un phénomène qui prend la droite totalement à contre-pied. Elle va avoir du mal à s'en remettre. Attendez, les constructifs, c'est appelé à devenir un mouvement, un parti? On va voir ça. Pour l'instant, c'est un groupe parlementaire. Commençons par la force parlementaire, puisque c'est l'actualité. Mais je crois qu'il faut effectivement défendre nos idées. Et il faut que ces idées-là soient défendues devant l'opinion publique et devant les Français. Donc il faudrait que ça devienne un parti. Juste si on analyse un peu ce qui Donc vous ne voulez pas répondre à mes questions? Ce qui s'est passé ces dernières années. Mais prenez le temps, on va avancer. Déjà, on fait une force parlementaire. Dites-moi juste que c'est possible. Je ne vous demande pas une réponse. C'est possible, Xavier Bertrand le dit aussi. C'est possible. Et j'allais dire souhaitable. Ce que je voulais dire en plus, c'est que nous avions 360 parlementaires de la droite et du centre en 2002. 300 lorsque Nicolas Sarkozy a été élu en 2007. 200 en 2012. Et aujourd'hui, nous sommes 117. Et si on enlève les constructifs dont je suis, ils sont à peu près 90. Toutes ces personnes-là ne s'interrogent pas. Le durcissement idéologique de la droite aboutit à quoi? Aux défaites de 2012 et de 2017 et à la montée du Front National. Je dis que Mme Le Pen a fait 11 millions de voix au second tour de la présidentielle, je ne l'oublie pas. Et moi, je ne veux pas jouer avec le feu dans le pays. Je crois que c'est très dangereux, l'extrémisme politique, et que donc je veux faire réussir ce quinquennat, et je l'assume, le président de la République et le Premier ministre, parce que s'ils réussissent, si on a des résultats sur le terrain de l'emploi, sur l'école, notamment en relançant l'ascenseur social, eh bien, ça sera bénéfique pour l'ensemble du pays, et on fera reculer ainsi l'extrémisme politique. Aude Lancelin, la gauche. Le PS, c'est terminé ou pas? Vous avez dit tout à l'heure, à propos de Jean-Christophe Cambadélis, c'est bien que quelqu'un éteigne la lumière en partant. Moi, je pense en effet que le PS est mort. Hein. Simplement, on peut survivre à l'état de zombie un certain temps. Ça peut prendre du temps. Hein. Ça va pas se faire demain. Il y a des circonscriptions, il y a des intérêts, il y a une histoire. Donc tout ça, ça ne doit pas se déliter en 6 mois. Mais enfin, on voit bien que sur les débris de l'élection présidentielle, on a les gens qui sont en train de partir vers la France insoumise, on a ceux qui sont en train de créer un groupe constructif pro-Macron, on a Benoît Hamon, candidat défait à la présidentielle, qui souhaite s'en aller, on a les amis d'Arnaud Montebourg qui reviennent et qui veulent créer un courant de gauche productiviste, pro-travail, anti-revenu universel, etc., et qui le disent en termes vigoureux. Donc voilà, les derniers morceaux de la vieille maison sont en train d'être éclatés. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a tué le Parti socialiste? Non, c'est François Hollande, en menant la politique qu'il a menée. Nous, on a proposé dès février 2016 une méthode, donc un mouvement hors parti, en regardant aussi, c'est une stratégie politique qui a été faite en regardant la société, l'éclatement des gens, notamment dans le salariat, et en disant... voilà, si on se colle une étiquette gauche de la gauche, vu ce qu'a fait François Hollande avant, pour plein de gens, ça ne veut plus rien dire. On a déjà essayé la droite, on a déjà essayé la gauche. Donc nous n'avons rien renié. C'est-à-dire que nous sommes restés sur un programme qui est humaniste, qui est écologiste, qui répond à la crise démocratique et propose une méthode pour en sortir la constituante. Mais du coup, on a ouvert grand les portes en disant, voilà, on ne vous demande pas ce que vous avez voté avant, on ne vous demande pas de prendre de carte, on vous demande d'adhérer autour des idées. Les 7 millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, certes, il y a un tribun voilà, avec une forte personnalité, mais ils ont voté autour d'idées, avec d'ailleurs une construction d'un programme qui est extrêmement ambitieuse, avec des contributions citoyennes, d'associations, d'universitaires, etc., et qui continue avec des livrets thématiques, des ateliers des lois. Vos anciens amis du PS, vous leur dites quoi, ceux qui sont restés là-bas? Rejoignez-nous chez La République En Marche? Vous leur dites quoi? Il faut que le PS continue à exister? Quelle est votre opinion? Je n'ai jamais été adhérente du PS. Je sais. J'ai toujours trouvé que c'était un parti, alors qui portait un certain nombre d'idées que je partageais, hein, j'ai pas de sujet là-dessus, mais qui était trop recroquevillé sur lui-même et qui n'était pas assez ouvert sur la société. Et je crois que ça a été d'ailleurs le drame de beaucoup de partis politiques qui n'ont pas su voir que le monde changeait et qui n'ont pas su s'adapter, qui n'ont pas su s'ouvrir et qui sont restés dans un entre-soi qui est complètement délétère. Donc ils sont en train d'en mourir. Peut-être que c'est une bonne chose parce qu'il faut peut-être justement maintenant passer à une autre étape, revoir. Aujourd'hui, les clivages ne peuvent plus être les clivages du XXe siècle. On est au XXIe siècle. Il y a un enjeu écologique énorme qui n'a jamais fait partie du clivage avant. Dites-moi, Barbara Pompili, Europe Écologie Les Verts, vous avez des nouvelles? Ils ont
C'est terrible quand même ce qui vous est arrivé. Vous étiez dans ce parti jusqu'en 2015, je le rappelle. Oui. Aujourd'hui, pendant 15 ans. Bon, pendant 15 ans. Il y a Nicolas Hulot. Oui, ça c'est qui est au gouvernement, mais les écologistes. Mais écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait un parti écologiste tant que les autres forces politiques n'intégraient pas l'écologie réellement dans leur programme. Hein, parce que sinon c'était un petit paragraphe, c'était toujours quelque chose pour faire joli. Mais ça a été une force politique. Hein. Ça a été une force politique, mais qui s'est détruite pour la même raison que les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu un clivage qui s'est fait de plus en plus fort entre ceux qui voulaient rester sur la posture et sur la dénonciation et ceux qui voulaient être dans le pragmatisme, aller mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pour essayer d'avancer. Et ça a été un clivage qui a grossi et qui n'a pas réussi à se combler. Et aujourd'hui, on voit, pardon, mais c'est juste un point que je voudrais ajouter, la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale, c'était la dernière roue du carrosse pendant les précédentes mandatures et je l'avais vu, tout le monde s'en fichait. Aujourd'hui, les députés qui arrivent, en tout cas dans notre groupe, demandent de manière massive cette commission. Ce qui prouve qu'il y a quand même un changement de mentalité que je trouve très prometteur. En tout cas, à vous entendre tous, on a le sentiment que la vraie opposition, hein, celle qui sera frontale et j'allais dire permanente, elle va venir bien sûr de la France insoumise, hein, de ceux qui siégeront à vos côtés, mais aussi du Front National. Et évidemment, il y a cette espèce de match qui pourrait revenir à l'Assemblée. Cette fois, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ça fait 15 ans qu'ils s'affrontent, notamment sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que ça va donner au Palais Bourbon? Alors voici un aperçu de ce qu'a pu être justement l'affrontement entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Donc moi, les pleurnicheries de chochotte comme ça, oh c'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc. On a fait un faux tract. Je trouve ça quand même assez pathétique. Cette femme va parler comme un moulin pendant combien de temps? S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, elle va terminer, vous allez parler. Vous voyez, je ne crois pas qu'elle terminerait. Vous voyez terminez Marine Le Pen, s'il vous plaît. Avec M. Mais madame, Mélenchon, pour qu'il y ait un débat, il faudrait que vous arrêtiez de parler, sinon on n'entend que vous. Pour être précis, ils ne veulent plus débattre ensemble. Enfin, en tout cas, Marine Le Pen ne veut plus débattre avec Jean-Luc Mélenchon. La question que je vous pose est très sérieuse, Mathilde Panot. Est-ce que, à l'Assemblée, ça va être, du côté de la France insoumise, le coup d'éclat permanent? On se pose cette question. Non, mais en tout cas, on va se faire entendre. Donc, il peut y avoir des coups d'éclat, si c'est ça la question. Après, là, vous montrez des passes d'armes qui sont des petites phrases prises par-ci, par-là. Et juste, je tenais quand même à dire quelque chose, parce que c'est intéressant. Entre 2012 et 2017, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, à l'époque le Front de gauche, a gagné plus de voix en 5 ans que ce qu'a gagné le Front National en 15 ans. Dans les quartiers populaires où on a été régulièrement en caravane, on a fait l'analyse des résultats électoraux. Le FN progresse très peu et nous progressons beaucoup. Donc s'il y a une opposition sérieuse sur le fond au Front National, je pense que la France insoumise y a largement sa part. Le mot de la fin, Alain Gérard Slama, vous vous attendez à, pour reprendre cette expression, à un coup d'éclat permanent à l'Assemblée ? Vous savez, ça ne serait pas une mauvaise chose pour l'Assemblée, dans la mesure où ça obligera les centres à se maintenir ensemble. Mais on n'a pas vu, hélas, dans notre histoire, des modérés qui se divisent entre centre droit et centre gauche. Et c'est vers ça qu'on va vraisemblablement aller, alors qu'en revanche, les éclats, et vous l'avez dit très justement, les éclats viendront sans doute de la rue et de tous ces gens, en effet, qui, dans le pays, ont l'impression d'être assez peu compris par un pouvoir politique qui fait ce qu'il peut, bien sûr. Oh bon, ça c'est évident, mais qui, je ne dirais pas est illégitime, sûrement pas, mais qui risque de manquer d'autorité. Merci beaucoup à tous les 6. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le Doc du dimanche. Très bonne soirée sur France 5.